Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons parler élections. Plus de 50 000 Limousins sont appelés à voter en ce moment pour élire leurs représentants au sein des chambres d'agriculture. On en parle juste après le générique. C'est parti. Les élections dans les chambres d'agriculture ont donc commencé partout en France. Exploitants, salariés, retraités ont jusqu'au 31 janvier pour voter et choisir leurs représentants au sein de chaque département. Alors, quelles sont les forces en présence dans nos 3 départements limousins? Quelles propositions, quels enjeux pour l'agriculture? On en parle avec 4 invités aujourd'hui. Régis Desbordes, bonjour. Bonjour. Vous représentez la liste S'unir pour notre avenir, apparentée FDSEA-JA en Haute-Vienne. Bertrand Vantaux, bonjour. Bonjour. Vous représentez la liste Avec vous, il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs, présentée par la coordination rurale de la Haute-Vienne. Francky Chatignou, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour le MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux en Creuse. Votre mouvement présente aussi une liste en Corrèze, mais pas en Haute-Vienne. Enfin, Frédéric Lascaux, bonjour. Bonjour. Vous représentez la liste d'ouverture soutenue par la Confédération paysanne en Haute-Vienne. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à l'invitation de France 3 Limousin. On va commencer par quelques chiffres. Le nombre de personnes appelées à voter en Limousin, elles sont exactement 50 936. Dans le détail, 18 454 en Haute-Vienne, vous le voyez, 18 175 en Corrèze et 14 307 en Creuse. Ça représente beaucoup de monde en Limousin. Alors d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter chacun votre syndicat, d'où il vient et quelles valeurs il porte? On commence avec vous, Bertrand Vantaux. La coordination rurale, donc la coordination rurale est une dissidence, est née d'une dissidence avec la FNSEA en 1992 suite à l'application de l'accord McCharry, c'est-à-dire qu'on allait passer de prix soutenus à une politique d'aide pour arriver à des cours mondiaux. Et donc ce syndicat est né en disant attention, on va vers un drame social et humain parce que les exploitations seront moins nombreuses, aller sur le cours mondial, c'est pas possible et on va vider les campagnes. On va vider les paysans de revenus qui puissent vivre dignement sur un territoire. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de 4 chambres en France, hein, c'est ça la coordination? 4 chambres, 3 purement en coordination rurale et une en association avec la Confédération paysanne. D'accord, très bien. Concernant la FDSEA? Donc nous, on a voulu présenter notre liste S'unir pour notre avenir. On est sorti un petit peu des sentiers battus parce qu'effectivement, notre liste est soutenue par le syndicat majoritaire. Mais ce que l'on s'est rendu compte, c'est que, avant tout, nous aussi, on est des agriculteurs. Donc ce que l'on avait envie, c'était donner la parole justement au monde agricole. Donc c'est là aussi qu'on a fait un certain nombre de rencontres, des réunions publiques. Un certain nombre de personnes sont venues participer à ce projet-là. Des nouvelles personnes? Des nouvelles personnes, justement, qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le paysage agricole, mais qui ont des idées, des jeunes, des moins jeunes, diverses productions, des femmes aussi, pour apporter justement une impulsion, les besoins qu'il peut y avoir sur un territoire comme le nôtre, parce que avant tout, c'est vrai qu'il y a les grandes directives nationales ou les grands textes qui peuvent être appliqués. Mais il y a aussi la valeur de notre territoire, parce qu'on est en Limousin, on a un territoire herbagé avec des positions spécifiques. Avec beaucoup d'élevage. L'élevage. Et donc avant tout, nous, ce que l'on a voulu faire, c'était le programme que l'on a écrit. On l'a écrit nous-mêmes dans la réflexion et on espère que les agricultrices et agriculteurs de notre territoire se retrouveront au travers du projet que l'on a voulu mener. Frédéric Lascaux. Alors la Confédération est un syndicat qui a une trentaine d'années. Sa caractéristique, c'est d'être proche des consommateurs et de répondre à cette demande-là et d'adapter nos productions à la demande. Et on peut se rendre compte que dans un département comme la Haute-Vienne, où il y avait plusieurs productions il y a 30 ans ou 40 ans de ça, on se retrouve prioritairement avec l'élevage bovin et avec quand même pas mal de difficultés dans les transmissions. Pour nous, notre syndicat dit essayons de faire venir du sang nouveau dans le métier et essayons de produire un peu de tout ici parce que nous en sommes capables. Et écoutons aussi ce que le consommateur nous demande. Il nous demande de la qualité du local. Alors essayons de produire varié et essayons aussi de... Des circuits courts, par exemple? Des circuits courts, par exemple, mais pas que. Mais en particulier, oui, soyons capables de répondre en quantité et en qualité à ce que le consommateur demande. Francky Chatignou? Oui, donc le MODEF vient d'une scission de la fédération... de la FNSEA, en fait, qui est beaucoup plus vieille que les syndicats concurrents, qui date de la fin des années 50, au moment où la FNSEA prônait un agrandissement des exploitations et puis une dérive un peu trop libérale au goût de certains agriculteurs. Alors aujourd'hui, on va être présent dans une vingtaine de départements. Donc ici, c'est la Creuse et la Corrèze? Ici, c'est la Creuse et la Corrèze, voilà.
Merci beaucoup. Alors avant de poursuivre ce débat, on va faire un petit rappel du rôle des chambres d'agriculture. Elles font du conseil et de l'accompagnement auprès des professionnels. Elles sont aussi leur porte-parole et un interlocuteur privilégié avec les pouvoirs publics. Et puis, elles doivent aussi favoriser la recherche et l'échange de pratiques innovantes. Un rôle très important, donc, quand on connaît le poids de l'agriculture dans notre territoire, le Limousin, on va le rappeler en quelques chiffres. Le commentaire est signé Angélique Martinez. Le poids de l'agriculture en Limousin se mesure tout d'abord par l'évolution du nombre des exploitations agricoles. 12 200 en 2016 contre presque 30 000 en 1998. Des chiffres éloquents qui montrent bien le malaise au cœur du monde agricole. En 50 ans, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4. Le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et la sylviculture, représentait en 2010 456 millions d'euros contre 535 en 1990. En 20 ans, le Limousin a perdu près de 8 000 emplois dans le secteur agricole entre 1996 et 2016. L'agriculture en Limousin ne représente plus que 5% de l'emploi total, un chiffre divisé par plus de 2 en moins de 30 ans. Alors, Régis Desbordes, la présidente nationale de votre syndicat, Christiane Lambert, elle est venue vous soutenir. Cette semaine, on va en voir quelques images en Haute-Vienne. Votre syndicat dirige la Chambre depuis longtemps. Depuis combien de temps ? Donc effectivement, aujourd'hui, la majorité était à la Chambre d'agriculture dirigée par la FDSEA, mais aujourd'hui, on a eu une Chambre d'agriculture qui a été ouverte malgré tout vers toutes les personnes qui ont eu les bonnes volontés de travailler. Bon, nos opposants d'aujourd'hui étaient élus aussi, donc ils pouvaient exprimer justement pour les agriculteurs et les agricultrices de notre territoire des projets qui auraient pu être portés. Ça n'a pas été leur choix, donc aujourd'hui, on a mis en place effectivement un travail, des actions dans l'intérêt du monde agricole. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes arrêtent parce que pour différentes raisons, l'âge, certains aussi parce que quand on fait le choix de s'engager, c'est aussi un vrai choix et c'est donner du temps aussi parce qu'on n'est pas sur notre exploitation à ces moments-là. Notre territoire a besoin de gens qui veulent réellement s'engager, passer du temps pour défendre notre agriculture, notre territoire, parce que c'est aussi comme ça que l'on portera les dossiers et les projets que l'on aura. C'est pour ça qu'on a une équipe qui est fortement renouvelée, puisque nous sommes que 4 à repartir donc, de l'ancienne liste. Et c'est sur combien ? Sur 18. Donc aujourd'hui, nous sommes que 4, pour justement apporter aussi l'expérience que l'on a pu acquérir pendant cette mandature, et puis avec des idées nouvelles aussi, de jeunes, de femmes, d'hommes, avec diversité de projets, pour justement faire aboutir les projets et le programme que l'on a écrit, que l'on a voulu mettre en place. Alors, est-ce que vous dénoncez une forme d'omnipotence ? Est-ce que vous souhaitez un rééquilibrage ? Je me tourne vers les 3 autres forces en présence, Bertrand Vantaux. Mais bien sûr qu'il faut un équilibrage, mais aujourd'hui on parle syndicat, parce qu'en fait on s'adresse à la région Limousin, on n'est pas sur une problématique uniquement de la Haute-Vienne, donc on représente en fait 4 syndicats, voire 5, et il faut assumer de représenter un syndicat, il est facile de taper en touche. Néanmoins, très concrètement, il y a des politiques qui s'affrontent. Il y a une politique FNSEA, il y a une politique Confédération Paysanne, il y en a une MODEF et il y en a une coordination rurale. Nous, très clairement, on se bat pour des prix rémunérateurs depuis le début. On ne veut pas d'aide, malgré tout, elles sont là. Ce qu'on veut, c'est que des chambres soient des outils qui nous protègent, qui soient au service des agriculteurs et pas des structures. Bon, pour en revenir au petit tacle de Régis Desbordes, il est bien gentil, mais concrètement, il y avait un projet de marché au cadran. On l'a porté par une motion quand on était en place, donc sur la dernière mandature. Où ça, un marché au cadran ? Un marché au cadran à Saint-Thierry-la-Perche, oui, en Haute-Vienne. Et toute l'équipe FDSEA-JA dont il faisait partie, parce qu'il porte aussi un engagement long et dur depuis les JA et depuis plus de 15 ans, ils ont voté contre. Donc oui, on a porté des projets, mais malgré tout, ce n'est pas à l'opposition de porter des projets. On est sur un bilan d'une équipe sortante, elle essaie de se camoufler. Voilà, le résultat est là, il y a moins d'agriculteurs, on est en train de perdre des structures, on perd un dynamisme, et oui, il en est le porte-voix. Frédéric Lascaux, plus de pluralisme, c'est aussi ce que vous dites ? Évidemment, mais il y a une chose qui ne changera pas pour ces élections, c'est le nombre d'élus. La liste qui arrive en tête emporte 50% des sièges. Elle est majoritaire de fait. Elle est majoritaire de fait, et les autres 50% sont répartis à la proportionnelle. Ce qui fait que l'équipe qui arrive en tête, forcément, a un grand nombre d'élus. Et les autres, la dernière mandature, nous étions 4 pour la coordination et 2 pour la confédération. Par rapport à tous les autres, c'est vrai que c'est difficile d'avoir du poids. C'est-à-dire, même si vous vous alliez, vous ne serez pas majoritaire. Non, même si on s'allie, on ne sera pas majoritaire. Pour répondre aussi à Régis, c'est difficile quand il y a une politique en face d'arriver à se placer. Et quand on veut, par exemple, avec l'ARDR, qui est notre organisme de développement, essayer de rentrer dans des organismes de la Chambre pour
se placer, c'est tout de suite une réticence parce que il y a un discours qui est très entendu aussi à la Chambre et dès qu'il y a un peu de nouveauté, c'est difficile à accepter. Cette nouveauté, c'est faire venir du sang neuf sur notre territoire parce que il est clair que dans les 10 ans à venir, nous allons avoir énormément de transmissions à assurer. On va en parler, oui. Et que le simple élevage bovin, tel qu'il est vu actuellement, ne pourra pas suffire. Donc il faut venir faire de la diversité, du sang neuf, et nous espérons bien pouvoir le porter. Francky Châtignou, en Creuse, la FDSEA est également majoritaire, même plus qu'en Haute-Vienne. Elle a fait un très gros score en 2013. Vous, c'est pareil, vous voulez plus de pluralisme, moins de... Ça paraît indispensable. On voit que la FDSEA a main prise surtout, même au niveau national. La FNSEA gère la totalité des discussions qui peuvent avoir lieu. Et ces élections, là, aujourd'hui, sont la vitrine de ce que va être l'agriculture de demain. C'est-à-dire que les pourcentages qu'on va réaliser aujourd'hui donneront les pouvoirs pour la négociation des futures aides, notamment la PAC, oui, l'année prochaine, parce qu'elle va être en discussion là sans tarder. Donc voilà, si la FNSEA si les FDSEA dans les chambres d'agriculture emportent de larges majorités, ça veut dire que c'est encore la FNSEA qui négociera tous ces avantages-là. Donc ça sera compliqué. On va aborder une question qui est essentielle pour le monde agricole, c'est celle des revenus. Ils sont particulièrement bas dans l'élevage qui est très présent sur notre territoire, ce qui conditionne le nombre d'installations dont vous parliez. On a vu qu'il était en baisse, ce chiffre d'installation. Quelles sont vos propositions concrètes pour inciter les jeunes à s'installer? Bertrand Vantaux. La proposition concrète, c'est qu'on puisse amener des filières rémunératrices sur ce territoire et aussi que les filières qui soient en place redistribuent la valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est un véritable problème. Elles ne redistribuent pas forcément. Et en plus, l'autre problème qu'on a, c'est qu'il est en train de se mettre en place des monopoles, donc la concurrence ne joue plus. Et malheureusement, c'est simplement des fois l'effet de la concurrence entre des structures qui permettent aux producteurs d'avoir un prix qui permette de le sauver. Parce qu'il faut avoir un discours clair. Voilà. Mais amener des nouvelles filières comme quoi, par exemple? Nouvelles filières, ça peut être des filières qui peuvent être intégrées ou pas, mais ça peut être des filières végétales ou animales, où on a une marge garantie par l'aval. Frédéric Lascaux, vous êtes d'accord avec ça? Oui, pour nous, l'important, c'est de ramener de la plus-value sur notre territoire. Clairement, cette plus-value a disparu, ne serait-ce que parce que la moitié de nos broutards partent en Italie et que la plus-value ne se fait plus chez nous. C'est vrai que sur d'autres productions, on était cette semaine devant chez Madrange, qui est un symbole assez parlant. Madrange, qui est né parce qu'il y avait du cochon ici, et qui aujourd'hui a réussi quand même à se fournir uniquement à l'extérieur, et il n'y a plus de producteurs de cochons ici. Donc il y a un moment où l'inadéquation entre la filière et les producteurs, ça pose un problème. Il faut recentrer ici de la plus-value. On disait dans le temps qu'il y avait pour un agriculteur 7 emplois derrière. Où sont ces 7 emplois? Et donc faire revenir un agriculteur, c'est trop d'intermédiaires, en fait, c'est ça que vous dites? Ils sont partis petit à petit. Les bouchers ont disparu, les maquignons pour beaucoup ont disparu, et la transformation, bien sûr. Ce qui veut dire que refaire venir, ne serait-ce qu'un paysan, c'est tout de suite ramener du monde sur le territoire. C'est faire revenir des paysans ici, mais aussi redonner de la vie aux campagnes, parce que, mine de rien, elle a perdu cette vie qu'elle avait il y a quelques années. Régis Desbordes, vous, votre proposition pour faire venir des jeunes, pour qu'ils s'installent ici? La proposition pour faire venir des jeunes, ce qui est indispensable, c'est le revenu, dans le cadre dans lequel justement on travaille, où l'on vit. Par rapport au revenu, il peut être composé aussi de plusieurs facteurs. Aujourd'hui, le facteur, il y a les animaux effectivement que l'on vend. On sait qu'on a un certain nombre d'aides aussi, qui font que justement le consommateur peut aussi manger avec des produits qui sont abordables. Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être aussi agro-environnementales. Comme quoi, par exemple? Aujourd'hui, un certain nombre de MAE, MAE eau, parce ça veut dire quoi, MAE, pour nos téléspectateurs? C'est donc les aides qui sont mises en place, j'ai perdu le mot, par rapport justement à la mise en place par rapport à la région environnementale et par rapport à la finition d'animaux, qui nous permettent justement de faire le revenu qui puisse se compléter. Et notamment, on a un point que l'on néglige un petit peu, qui est les énergies renouvelables. On a un certain nombre de bâtiments qui sont montés sur le territoire pour justement apporter aussi du logement d'animaux, donc avec du photovoltaïque, qui permet justement de diminuer le coût justement aux producteurs. Demain, la méthanisation, est-ce que ça ne sera pas un sujet sur lequel il faudra justement parler et qui les agriculteurs ne s'en emparent pas suffisamment? Pas suffisamment, parce qu'aujourd'hui, c'est de la plus-value, ça va se développer sur les territoires, et cette plus-value-là, ce qui serait quand même dommage, c'est que ce soit des investisseurs qui soient extérieurs, qui viennent s'emparer du dossier, privés, qui investissent, qui viennent en concurrence aussi avec nos terres agricoles, qui nous permettent justement de ne pas avancer. Et justement, ce revenu-là,
il faut que le monde agricole puisse le capitaliser. Donc il faut que la profession agricole soit force de proposition, qu'elle s'empare du dossier pour que justement, s'il y a une plus-value à répartir, elle puisse revenir au milieu agricole. Et ce qu'on a toujours privilégié, le rôle d'une chambre d'agriculture, c'est aussi par le collectif que l'on y arrive. Et c'est ça que l'on doit faire émerger avec des conseillers projets qui doivent accompagner justement les agricultrices et les agriculteurs du territoire dans ce sens-là. Jackie Chatignou, sur les revenus, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ferait votre syndicat s'il était majoritaire? Sur les revenus, nous, on proposerait plutôt un encadrement législatif des prix en prônant des prix minimums garantis. Et aussi, comme il n'y a pas de discussion possible avec les distributeurs, on voit bien que chaque fois qu'il y a des malgré la loi Egalim sur l'alimentation qui est en cours de... Je pense pas qu'elle aurait une efficacité réelle. Vous n'y croyez pas? Non. Mais donc, oui, on proposerait aussi la mise en place d'un coefficient multiplicateur qui permettrait une redistribution des marges à l'échelle de l'ensemble de la chaîne de production. Alors la question des revenus ne concerne pas que les agriculteurs. On l'a vu ces dernières semaines, le mouvement des Gilets jaunes a occupé l'actualité et bien, il y a eu des agriculteurs dans les cortèges, y compris ici à Limoges. On va en voir quelques images. Bertrand Vantaux, votre syndicat a été le seul qui a appelé officiellement à soutenir les Gilets jaunes. Pourquoi ? On n'a pas appelé officiellement à les soutenir, on a dit que les agriculteurs étaient libres d'y aller, oui. Voilà, de Ils l'ont rejoindre. fait d'ailleurs pour certains, oui. Tout simplement parce que la fiscalité punitive, nous aussi on la connaît, qui a été le début des Gilets jaunes, et la ruralité méprisée également. Voilà, donc je ne cacherai pas que oui, effectivement, on a eu quelques adhérents qui y sont allés, mais on ne les a pas incités à y aller. Et l'idée de départ des Gilets jaunes n'était pas totalement imbécile, parce que la fiscalité, en particulier la fiscalité écologique et punitive, nous aussi, agriculteurs, on la vit, même en Limousin. La Régis déborde. Aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de mouvements qui se mettent en place. On peut revendiquer et effectivement, on voudrait que les choses s'améliorent. Ça, on fait un constat. Le constat, on le fait tous. Et pourtant, on sent qu'il y a une défiance vis-à-vis des syndicats, notamment. Bien sûr. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est par rapport aux élections de Chambre d'agriculture et à ce qui nous intéresse par rapport au projet, c'est justement être force de proposition. Parce que critiquer, c'est facile, parce que le constat, on le fait tous. Nous, le constat, on l'a fait il y a 10 mois, quand on a commencé à écrire notre projet, justement. Le temps de la réflexion, on n'y est plus. On est dans l'action. Et cette action-là, on a voulu mettre en place, justement, un projet réaliste où on sera force de proposition. Parce que demain, si on est élu, il faudra très vite se mettre au travail parce qu'il y a des négociations qui vont arriver. On a parlé de la nouvelle PAC tout à l'heure. Et donc, on n'aura pas le temps de réfléchir. Donc, cette réflexion-là, on l'a portée depuis 10 mois. Et aujourd'hui, donc, il faut être force de proposition. En tout cas, on se posera dans la position, justement, de proposer des choses parce que tout contrecarré, ça n'amène pas à grand-chose non plus. Alors, le rôle de la Chambre d'agriculture, c'est aussi d'accompagner les agriculteurs, on le disait, les agriculteurs en difficulté parfois. On sait qu'il y a des risques de suicide qui sont importants dans la profession. Quelles sont vos propositions en la matière, Frédéric Lascaux ? En termes de formation, pour nous, c'est un des points les plus importants que la Chambre devra mettre en œuvre, parce qu'il y a évidemment une évolution du métier, et il y a des demandes nouvelles, des demandes sociétales, le glyphosate dont on parle beaucoup, mais c'est-à-dire qu'il va falloir adapter aussi notre manière d'aborder le métier, parce que la loi va arriver sans doute, et puis pour répondre à cette demande aussi, il va falloir s'y adapter, et qui dit s'y adapter, ça veut dire de la formation, ça veut dire aussi des aides sans doute, parce que ça veut dire un peu plus de main-d'œuvre, voilà, ça ne vient pas tout seul. Et nous sommes assez inquiets, parce que quand on voit que sur les aides bio, par exemple, il y a 2 ans de retard de paiement, alors que ça ne représente que 5% des agriculteurs. D'où les manifestations qu'il y a eu devant l'agence de paiement. Et on se dit les 95 autres % des agriculteurs qui, eux, sans aller vers le bio forcément, mais faisant évoluer leur pratique, comment vont-ils pouvoir être aidés par des MAE, comme disait Régis, mais tout simplement quel accompagnement politique, parce que c'est une volonté politique. On peut être inquiet quand on nous dit qu'il faut développer la bio, et que par ailleurs on va signer des accords avec le Mercosur pour faire rentrer de la viande qui vient d'on ne sait où et sous des qualités qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc il y a quand même 2 discours, et la Chambre et les agriculteurs, s'ils sont forts, devraient défendre ces arguments-là de qualité. Voilà. Vous parliez du glyphosate, justement. J'aimerais avoir l'opinion des 3 autres invités sur cette question-là. D'ici 2022, il devrait disparaître, même si ce n'est pas inscrit dans la loi, ce qui a provoqué une certaine polémique. Régis Déborde, pour vous, il faut l'interdire ? Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas demander au monde agricole de s'adapter en un temps record. C'est-à-dire que quand on veut mettre en place des règles et des normes sur nos exploitations, on est des êtres humains. Là, 2022, c'est dans 3 ans. Oui, d'accord, mais le monde agricole, quand on met en place des cultures, je veux dire, les méthodes culturales, ça se prépare. Et donc, quand on veut sortir d'un schéma, et si on veut interdire le glyphosate, pourquoi pas ?
Mais dans ce cas-là, il faut nous dire comment on fait pour travailler et comment on fait pour produire, comment on fait pour nourrir nos animaux. On est au quotidien avec ces animaux-là. On a connu cette année notamment une sécheresse. Donc ça veut dire que nos animaux, il faut les nourrir. Et donc si on n'est pas dans la capacité justement de produire sur un territoire comme le nôtre cette nourriture-là, comment on fait? Donc interdire... Et vous disiez qu'il faut s'emparer des questions. Il n'y a pas des alternatives qui existent dont vous parlez? Alors certainement qu'il y a des alternatives. Aujourd'hui, on le voit avec un certain nombre d'essais qui sont faits, de mise en place de semis, des semis sous couvert, donc justement en implantant un certain nombre d'espèces aussi que l'on peut associer qui permettent justement de réduire ces phytos-là. On parlait tout à l'heure par rapport à l'engraissement et une mesure qui avait été mise en place il y a 5 ans, c'était pour justement anticiper et voir comment on pouvait réduire ces phytos-là, puisque aujourd'hui on a un indice de fréquence sur le département qui est quasiment proche du 0 et du nul par rapport à certains autres départements français. Donc par rapport à ça, il faut laisser le temps aussi de préparer les choses pour que l'on puisse travailler et continuer à produire. Bertrand Vantaux, la position de la coordination sur le glyphosate? Le glyphosate, c'est une molécule qui a été interdite, mais... qui est déclarée cancérogène probable par l'OMS. Probable, mais il n'empêche... Et qui a déjà fait des victimes. Certainement, mais, oui, certainement, mais ça, c'est... On est toujours... Nous, on se tient à la règle scientifique. Voilà. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été menées, de notre côté, mais très concrètement, sur cette molécule, elle était tombée dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elle ne rapportait plus rien à Monsanto, voilà, donc elle est interdite, donc Monsanto est bien content, quand il va en développer une autre qui sera beaucoup plus chère, et on ressortira un désherbant total, le Bayer, Monsanto, enfin, tout ce qu'on sort là. Mais pourtant, ce sont les agriculteurs les premiers touchés par les dangers du glyphosate. Mais en Limousin, quand quelqu'un va avoir passé 1 litre de glyphosate à l'année sur 1/10 de ses parcelles, ça sera le maximum. Donc c'est un faux débat en Limousin, et très concrètement, non, il n'y a pas... Voilà. Il y a des gens qui sont en technique culturelle simplifiée qui l'utilisent et honnêtement, entre passer 1 litre de glyphosate ou en envoyant dans l'atmosphère 80 litres de gasoil par hectare, je ne sais pas ce qui pollue le plus en fait. Jackie Chatignou, le MODEF sur tous ces produits phytosanitaires, quelle est la position de votre syndicat? Tous les produits phytosanitaires sont des produits dangereux, donc à utiliser avec précaution et dans des... où c'est nécessaire, on va dire. Après, la position, c'est vrai qu'on ne peut pas s'adapter à la suppression d'un produit du jour au lendemain. Maintenant, ça doit être raisonné. Et c'est là que les chambres d'agriculture ont tout un rôle à jouer par l'aspect technique de leurs appuis. Maintenant, les techniciens sont là pour nous conseiller. Il y a des études qui ont été menées, il y a des essais qui ont été faits. Je pense qu'à terme, on pourra se passer du glyphosate. Alors, il nous reste 5 minutes à peu près d'émission. Régis Desbordes, en un mot, votre syndicat donc, dirige la Chambre depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour le public qui nous regarde, quel est le budget de la Chambre? Comment ça fonctionne? Donc le budget de la Chambre, aujourd'hui, il est composé de plusieurs manières. Il y a un budget général qui est mis en place, et après, on a des services aujourd'hui qui sont le choix de la profession, et une Chambre d'agriculture, elle a aussi des missions donc, consulaires qui sont dictées aussi par l'État. Notamment, on a tout ce qui est en mesure donc, par rapport à l'identification des animaux, que ce soit des bovins, des ovins, par rapport aussi à des taxes d'acquérissage. Donc en fait, les chambres d'agriculture, elles sont missionnées aussi par l'État pour faire ces missions-là. Il faut rappeler aussi que la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne est une des chambres qui a le plus petit impôt qui est prélevé justement à la source, qui fait que dans le budget général que l'on a... Qui est de combien le budget? Parce que vous ne l'avez pas dit. Le budget général, il est à peu près de 3 millions d'euros. D'accord. Combien de quoi? Le budget de la Chambre de la Haute-Vienne, combien de millions d'euros? Le budget de la Chambre? Oui, combien? C'est 7, je crois. Oui, 7 millions. Ah d'accord, je n'ai pas compris. 7 millions, et qui permet justement dans ce budget-là, entre la partie qui est l'impôt et entre la partie justement qui permet de mettre des services, parce qu'effectivement, on a certains services qui sont payants, d'autres non. Et en fait, c'est un choix professionnel qui est fait sur les orientations que l'on veut faire. Et donc, le pari qui a été fait aussi de la mission actuelle, c'était de ne pas augmenter les tarifs justement que l'on propose aux agriculteurs pour les accompagner dans toutes les démarches. Notamment, là, on accompagne les agriculteurs pour faire leur déclaration de sécheresse. C'est un service gratuit. Le moment de la PAC, on accompagne aussi un certain nombre de mesures. Et donc, par rapport à ça, c'est la priorité qu'on s'était fixée. On va finir le tour de table. Frédéric Lascaux, si vous êtes majoritaire d'ici quelques jours, quelle serait votre première mesure? Nous, la première chose que l'on voudrait savoir, c'est sur ce budget, quel est le retour sur investissement en quelque sorte. Alors autant il n'y a aucune discussion sur le fait que l'on aide les agriculteurs à faire leur PAC ou leur calamité, puisque c'est en gros le service de base qu'on peut leur rendre. Vous voulez dire qu'il y a une opacité un peu sur le budget actuellement? Mais c'est pas facile à lire un budget. Quand on n'est pas comptable, même le budget d'une exploitation, des fois, n'est pas simple à comprendre. Alors le budget d'une chambre encore moins, d'autant plus qu'il faut être comptable pour y être tous les jours et savoir ce que les lignes veulent dire exactement. Et on peut lui faire dire à peu près ce que l'on veut. Ce n'est pas une accusation, mais ce que je veux dire, c'est
c'est que si l'on arrive en place, on aimerait savoir si 1 euro est mis pour telle opération, quel est le retour sur investissement? Ça veut dire il y a le service, mais il y a aussi l'installation derrière. Qu'est-ce que ça fait venir des gens en plus dans le métier? Est-ce que ça a fait évoluer les pratiques, etc. Donc il va falloir recibler ce budget de manière évidente. Très bien. Bertrand Avanto, même question. Votre première mesure, ce serait quoi si vous êtes élu? C'est forcément un audit financier de la Chambre d'agriculture, car la Chambre d'agriculture, c'est pas fait pour arroser financièrement toutes les structures qu'il y a autour, des syndicats ou des associations. Par exemple, 68 000 euros à l'année pour le 87 et dans l'assiette, pour un groupe fermé de 100 éleveurs qui ne redistribuent pas, on a le droit de s'exprimer. Ouais. Voilà, c'est 100 000 euros à un comice que pour une certaine catégorie d'éleveurs. Voilà, aujourd'hui, l'efficience des fonds qui dépendent de la Chambre, ils doivent être redistribués aux agriculteurs, mais pas aux structures périphériques qui ne redistribuent pas les richesses, syndicats et autres. Très bien, oui, juste d'un mot. Juste d'un mot quand même, au niveau du 87 dans l'assiette, aujourd'hui il y a un projet alimentation territoriale qui est mis en place. En fait, c'est le 87 qui va chercher justement cette enveloppe-là et qui la redonne aux agriculteurs et donc qui paye les personnes qui sont en place. Donc c'est quand même pas tout à fait dans le même sens. C'est quand même de l'argent public qu'on utilise à des fins privées. Dernier mot pour Francky Chatignou. Si vous étiez élu, quelles seraient les premières mesures ? Les premières mesures, ce serait aussi au niveau des comptes de la Chambre d'agriculture pour voir. On n'arrive pas à comprendre. On n'a pas plus de services et les services qu'on a sont toujours payants ou augmentent, ou les tarifs augmentent. Donc à ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose à revoir. Il y a quelques années, peut-être qu'il y avait plus de subventions, peut-être qu'il y avait des financements différents, mais il y avait des services gratuits dans les chambres d'agriculture. Au jour d'aujourd'hui, on n'a quasiment plus grand-chose de gratuit, mis à part les déclarations et de sécheresse ou d'autres choses comme ça. Mais vous avez besoin d'une étude, c'est payant. Et c'est des tarifs prohibitifs pour certaines études. Je me tourne vers vous quatre. Vous craignez une forte abstention cette année encore, comme en 2013 ? Oui. Ouais. Malheureusement. Ça serait la preuve que notre profession est faible finalement, puisque si les gens votaient, ça voudrait dire qu'ils s'investissent. On peut quand même appeler les gens à venir voter pour qui ils veulent, parce que c'est quand même ici que se décide l'avenir de l'agriculture. Oui. Et c'est vrai que c'est très important aujourd'hui de voter, parce que voter, c'est aussi donner du poids aux élus qui seront là en place demain pour défendre notre territoire, et ça avant tout, et notre agriculture, parce que demain, on a besoin de ça, de cette force-là, pour que justement on puisse continuer à exister. Vous êtes d'accord ? Voter, c'est la démocratie, et on ne peut pas se plaindre si on ne choisit pas son avenir. Donc à vous de voter, que ce soit un vote sanction ou un vote d'adhésion, votez, et puis surtout votez pour la coordination rurale. Alors on va rappeler, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, on va rappeler les dates, c'est du 14 au 31 janvier 2019, le vote peut se faire par voie postale ou par voie électronique. Vous voyez l'adresse du site qui s'affiche, jevotenligne.fr/sambre-agri 2019. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Christophe Baudin, puis Dimanche en politique continue avec Francis Letellier qui reçoit ce matin Gérald Darmanin. La semaine prochaine, un Dimanche en politique spécial Nouvelle-Aquitaine à l'occasion des 10 ans de la tempête Klaus qui avait ravagé le sud-ouest de la France. Nous nous interrogerons sur la multiplication de ces phénomènes naturels et leurs conséquences dans notre région. Très bon dimanche à tous.